Vous évoquez l'économie et les risques. On pense notamment au trading haute fréquence, à ce trading qui se fait, on va dire, avec des règles émises par des humains, mais qui se fait au-delà de la pensée humaine, puisque ce sont faits sur des millisecondes, où on achète et on vend, on est au plus près des réseaux extrêmement rapides. Et là, en effet, ce sont des risques qui sont calculés. Mais ça, c'est à un moment donné, on finit par ne plus avoir d'action humaine. Exactement, le trading haute fréquence, comme d'autres exemples, comme l'emploi de drones, ça pose la question de savoir quand est-ce qu'on passe de l'automatisation à l'autonomisation. Lorsqu'on donne de l'autonomie à un algorithme ou à une machine, il y a une question qu'il faut se poser en amont, c'est le fait qu'on délègue des capacités de décision humaines à des mécanismes qui pourraient devenir demain de plus en plus autonomes. Autonomes dans la façon dont ils apprennent. L'intelligence artificielle, c'est des algorithmes qui ne sont pas uniquement programmés et exécutés, dont le programme n'est pas exécuté comme un ingénieur l'aurait programmé. C'est un algorithme qui est d'apprentissage, donc il apprend par lui-même, par les données qui lui sont fournies. Et donc demain, peut-être pourrait avoir aussi, sans tomber dans des fantasmes, hein, mais je ne parle pas d'intelligence artificielle comme le Terminator, je dis juste qu'un algorithme peut créer son propre fonctionnement. Et du coup, demain, si vous sous-traitez vos décisions humaines à des algorithmes que vous n'êtes plus capable de comprendre, se pose la question de la responsabilité humaine, de la responsabilité politique que nous avons en tant que société et du choix en fait, que nous faisons dans la construction de notre avenir. Ce sont juste des questions qu'il faut se poser collectivement ensemble et il ne faut pas s'en remettre aux machines ou aux algorithmes comme à une nouvelle forme de divinité ou de magie en leur disant « bon, pourvu que ça marche, faites le travail, faites le calcul » et derrière, n'avoir aucun contrôle dessus. Il faut pouvoir justement contester s'il y a des problèmes, il faut pouvoir interroger les mécanismes de fonctionnement. Et ça, c'est des questions qui vont se poser de plus en plus. Alors si on revient à la statistique prédictive, il y a un film très connu qui s'appelle Minority Report, où du fait de données, d'un dispositif complexe, on peut arrêter quelques secondes avant les meurtriers avant qu'ils ne commettent un meurtre. Alors ça, ça paraît tout à fait étrange, mais en même temps, vous évoquez le fait que, par exemple, aujourd'hui, on peut avoir aussi des pourcentages de récidive, et vous dites, par exemple, dans votre ouvrage, quand bien même on sache qu'il y ait 85% de récidives possibles, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un comme nous qui ne savons rien de ces valeurs? Exactement. Et qu'est-ce que ça voudra dire pour un juge? Un juge, aussi brillante peuvent-elles être les études des magistrats? Elles sont longues et complexes, n'a pas une culture statistique, n'a pas une culture algorithmique, ne sait pas faire parler les nombres. Donc si je vous dis 95% de chances de récidive, ça veut dire quoi sur les 5% restants? Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est peu? Quelle est la présomption d'innocence demain? Et vous parliez de Minority Report. Alors, ce n'est pas du domaine de la science-fiction aujourd'hui, mais il y a quand même cette logique qui est dans le film, qu'on retrouve dans des logiciels qui s'appellent de police prédictive, même si j'aime pas trop le terme, qui sont en fait des logiciels qui passent d'une logique prédictive, comme on le disait tout à l'heure, il faut, à une logique carrément préemptive. C'est-à-dire, cet individu, philosophiquement, comme on disait, en puissance, est capable d'une infraction. Alors, il ne faut pas qu'il puisse, par exemple, aller jusqu'au stade. Vous avez 95% de chance de commettre cette infraction. Donc n'allez pas au stade. Vous avez 95% de chance de ne pas rembourser votre crédit. Alors nous n'allons pas vous donner un crédit. Ça, c'est même pas du prédictif, c'est du préemptif. C'est-à-dire que en amont, on vous empêche d'agir comme vous auriez pu agir. Et le propre même de l'homme, c'est l'indétermination. Si on commence à être dans une société où tout est calculé et du coup, par hypothèse, on vous impose on va réduire des solutions, on va réduire toutes les hétérogénéités. Ça sera le conformisme total. Donc ça, c'est très intéressant de prendre des exemples de films qui sont parfois parlants et qui sont certes pas applicables à la lettre près dans la réalité aujourd'hui. Et Tom Cruise, dans Minority Report, ce n'est pas la même chose que les logiciels PredPol utilisés aux États-Unis. Mais vous avez quand même des exemples qui aujourd'hui doivent nous alerter. Aux États-Unis, il y a eu un exemple dans le Wisconsin où un prévenu, Eric Loomis,
s'est vu condamné grâce à l'aide d'un outil de décision qui avait justement calculé son taux de récidive et sa possibilité d'avoir des agissements violents. Et la question qu'il faut se poser en tant que citoyen, en tant que juge, en tant que politique, en tant que membre de notre société, c'est si on vous dit qu'un algorithme, pour finir sur cet exemple, vous dit qu'il y a 95% de chances de récidive, comment s'est opéré le calcul? Quelles étaient les données d'entrée? Est-ce que vous avez pris le taux de criminalité dans ce quartier? Mais comment expliquez-vous le taux de criminalité dans ce quartier? Parce que sinon, vous allez avoir des prophéties autoréalisatrices si vous mesurez toujours la même chose avec le même biais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut calculer, il faut comprendre quelles sont les données qui ont permis de nourrir les algorithmes et comment ont été codés les algorithmes. Parce que les algorithmes sont codés par des personnes. Donc les algorithmes peuvent répliquer des biais et des préjugés humains. Si demain, pour vous donner un exemple qui n'est pas dans la police prédictive, mais qui serait tout simplement dans la rémunération d'un employé. Vous allez vouloir recruter un nouvel employé, un homme ou une femme, et vous voulez savoir quelle est la rémunération la plus adéquate, et vous utilisez un algorithme. Si cet algorithme se nourrit de toutes les anciennes données des salaires entre hommes et femmes, vous allez répercuter une discrimination qui a historiquement eu lieu parce qu'il y a eu des écarts trop importants. Et donc, si les données d'entrée sont soit erronées, soit non mises à jour, soit biaisées, vous allez reproduire ce biais. C'est ça toute la question qu'il va falloir se poser. Et l'exemple de Minority Report, là-dessus, permet de l'illustrer pour que les gens puissent s'approprier les sujets. Même si, encore une fois, comme ont pu le soulever de nombreux auteurs et personnalités publiques, il ne faut pas sombrer dans des fantasmes complètement, qui ne seraient pas de notre temps. Mais voilà, les questions pressantes, c'est les questions de débat public des questions numériques. Sachant que vous commencez à l'évoquer, et restons à Hollywood avec Black Mirror, ouais. Et le fait que si on poursuit ce profilage et cet auto-profilage d'ailleurs, parce que je pense aussi aux médias sociaux, on peut parvenir à une forme de discrimination algorithmique. Alors, on pense à l'assurance maladie, on peut penser aussi même au scoring avec Uber, par exemple. Je crois oui. qu'un chauffeur qui descend à moins de 4, je crois, peut perdre sa licence. Et dans Black Mirror, il y a un épisode qui est exceptionnel. C'est l'épisode 3 de la saison 3. Cette jeune femme qui va quasi perdre sa vie pour un petit score qu'elle a perdu. Et je crois qu'en Chine, d'ailleurs, il y a des applications de scoring qui sont en train de marcher très très bien. Exactement, le Social Credit Scoring en Chine illustre exactement l'épisode de Black Mirror dont vous parlez. C'est un épisode dans lequel chacune de nos interactions est notée sur 5 étoiles. Donc vous allez chez Starbucks le matin, vous prenez un café, la personne vous a servi le café exactement de la manière dont vous le voulez, alors vous mettez 4 sur 5. Après, vous traversez la rue, vous aidez une dame à traverser, elle vous remercie en vous notant. Et chaque interaction dans cet épisode qui finit de manière dramatique est notée. Et les personnes qui n'ont pas plus de 3 étoiles sur 5 ne peuvent pas bénéficier de certains services. Alors, ça paraît complètement farfelu. Mais ce qui est génial dans cette satire anglaise, c'est que finalement, quand vous voyez le projet chinois du Social Credit Scoring, ça fait des frissons dans le dos. C'est-à-dire que demain, puisqu'on mesure tout, on pourrait vous dire, bon, vous aviez eu par exemple une mauvaise note sur votre location Airbnb, bon, je pense que ce n'est pas une très bonne idée qu'on vous prête une voiture pour aller dans le sud du pays, ou des choses comme ça. Dans des exemples qui sont moins prospectifs et beaucoup plus actuels, sur la discrimination algorithmique. Vous avez par exemple une étude déjà de 2012-2013 qui montre que si vous étiez détenteur d'un ordinateur Mac, vous avez une propension d'achat qui est sûrement plus élevée que si vous étiez détenteur d'un PC. On part du principe dans cette étude que souvent les Mac coûtent plus cher et donc du coup ça montre un portefeuille plus élevé. Et donc du coup, si vous vous baladez sur des sites et qu'ils voient avec votre adresse IP ou d'autres caractéristiques de navigation que vous êtes sur Mac, les prix des nuitées, les prix des vols vont s'adapter à la hausse. Ça, c'est un exemple de tarification dynamique sur un critère que vous ne contrôlez pas ou que du coup, vous ne pouvez pas contester.
Et il y a d'autres études, notamment un très bon livre sur la société de la boîte noire, parce que ce sont en fait des algorithmes qui fonctionnent sans qu'on puisse forcément avoir accès à la logique, aux critères utilisés sous-jacents. C'est l'exemple de quelqu'un qui veut prendre un crédit aux États-Unis, et ça a été jugé devant la Federal Trade Commission. C'est un cas réel. C'est le fait d'aller voir un organisme de crédit et de voir son taux, son pourcentage d'emprunt modifié en fonction du fait que vous avez consulté un conseiller marital ou non. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des problèmes conjugaux, et donc du coup, si cette information est disponible et mesurée, alors elle peut être mesurée de plein de manières différentes, mais je dis n'importe quoi, vous allez sur un réseau social de rencontres, cette information est donnée à votre organisme de crédit, ou vous allez voir un conseil marital, cette organisation est donnée à votre organisme de crédit, et ils disent, bon, bah, finalement, votre taux va passer de 4 à 5%. Et c'est toujours les mêmes questions qui se posent. La question de la discrimination algorithmique, que ce soit dans le domaine de l'accès aux assurances, au crédit, à l'emploi, etc., c'est la question de savoir si les critères qui sont utilisés pour prendre cette décision algorithmique peuvent être accessibles, peuvent être contestés ou peuvent être du moins vérifiés. Et un exemple en France qui a suscité beaucoup de débats récemment, c'était pour l'admission post-bac. Parcoursup, qui est l'algorithme qui permet à la fin du baccalauréat de mettre les étudiants dans différentes filières en fonction des souhaits qu'ils ont pu renseigner sur la plateforme. Et la question était de savoir quelle était la logique de fonctionnement de cet algorithme. Donc ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir, on a besoin de pouvoir en débattre publiquement. Ce sont ça les questions qu'il va falloir se poser demain, ce qui montre que algorithme n'égale pas discrimination, ou du moins l'algorithme par nature discrimine. Mais ça c'est normal parce qu'on lui demande d'opérer à des choix. Mais la question c'est est-ce que le critère sur lequel ce choix va être opéré est socialement acceptable? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et d'ailleurs, quand il y a profilage comportemental, que ce soit par les banques, que ce soit par quiconque, en effet, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui, avec le traitement des datas connectées, prend une certaine ampleur. La vraie question, c'est selon quels critères on peut aujourd'hui, où on doit faire du profilage. Et pour en terminer avec les exemples cinématographiques ou séries, vous notez que House of Cards est une série qui a été aussi réalisée dans l'usage des big data. Donc ça, c'est intéressant de voir que créativement, ça peut servir aussi. Alors Netflix, qui a réalisé House of Cards, donc House of Cards est au départ une création d'une série anglaise qui a été adaptée pour un public plus américain. Donc c'est Netflix qui s'en est chargé et qui a essayé de voir quels sont les différents ingrédients qu'on pourrait mettre. Et ils ont vu que Kevin Spacey, plus je pense que c'est David Fincher qui a réalisé Fight Club, le réalisateur, plus tel sujet politique, tout ça, ça faisait de bons ingrédients. Et si on mettait tout dans la marmite, et House of Cards, effectivement, est une des premières séries vraiment basées sur une stratégie Big Data.